Salut les extraterriens et j'espère que vous êtes en pleine forme aujourd'hui car on accueille un invité très spécial, à savoir une grande légende du cyclisme français en la présence de Pierre Rolland. Si tu aimes le Tour de France et si tu aimes le vélo, tu connais forcément Pierre puisqu'il a fait ceci. Et Pierre Rolland qui accélère encore une fois, qui essaye de décramponner Alberto Contador, qui va jouer intelligemment. Il en aura appris des choses sur ce Tour de France, Pierre Rolland. Et si c'était lui le coureur de demain? On l'avait dit peut-être un petit peu trop tôt. Il a tellement appris aux côtés de Thomas Voeckler que c'est peut-être lui le coureur de demain. Et oui, à 21 ans, il remporte la fameuse étape de l'Alpe d'Huez. 25 ans après Bernard Hinault, ça faisait 25 ans qu'aucun Français n'avait gagné cette étape mythique du Tour de France. Mais Pierre Rolland, c'est aussi un attaquant, un gagnant, et on se souvient de toutes ces attaques. Ah, Pierre Rolland derrière, allez, à vous Cyril. L'attaque de Pierre Rolland dans cette ascension à 9,5 km de l'arrivée. Est-ce que c'est le coup fatal? Et attaque de Pierre Rolland qui lâche, excusez-moi, Pierre Rolland qui est en train de lâcher Samuel Sanchez et Alberto Contador à 2 km de l'arrivée, c'est dur Pierre. Dans cet épisode, on va découvrir vraiment le monde du vélo en profondeur et on va se mettre dans la peau d'un attaquant, d'un grimpeur et d'un puncher sur le Tour de France. S'il faut s'entraîner 3 fois par jour, j'irai m'entraîner 3 fois par jour, mais le but c'est que le dimanche je mette la pâtée aux autres. Cet épisode est un pur régal, donc j'espère que vous allez prendre du plaisir à ça. Et d'ailleurs, si vous avez d'autres cyclistes en tête que vous aimeriez bien que l'on interviewe, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire sur YouTube ou sur Spotify. On va faire le maximum pour essayer de les interviewer. Par ailleurs, si vous voulez retrouver les backstage du média, les backstage du podcast, rendez-vous sur Instagram, le compte extraterrien, on vous le met juste ici. Et enfin, si vous êtes fan de performance et que vous voulez progresser dans votre pratique, je vous recommande notre newsletter Performance 1% qui décrypte les méthodes de performance des grands champions et des grandes championnes qui sont passés à ce micro et on essaye de t'expliquer comment les adapter à ton humble niveau. C'est terminé pour cette intro, on met le casque, on met les lunettes de soleil et c'est parti pour 1h30 d'interview à fond avec Pierre Rolland. Bon, et comment ça va? Très bien, très bien. Ça va, t'es pas trop sous le choc quand même après le 3 heures de bagnole? Oh, on a l'habitude, hein. On a l'habitude de faire de la voiture, mais je m'attendais pas à mettre autant de temps pour faire 130 km. Bon écoute, la prochaine fois on se fera une deuxième version, c'est moi qui viendrai à toi. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. On se fera un petit débrief sur ce qu'on a pu se dire aujourd'hui et ce qu'on n'aura pas eu le temps de se dire aussi. Écoute, je suis un peu touché, tu vois, j'ai l'impression aujourd'hui d'être un peu devant ma Madeleine de Proust, tu vois. Devant ma télé. Alors les auditeurs du podcast le savent, ma mère est une ancienne cycliste, elle en a fait beaucoup. Alors elle, sa grande idole, c'est Janie, hein, comme tu l'imagines. Mais c'est elle qui m'a mis devant le Tour tous les étés, c'est elle qui voulait que je regarde, qui m'a fait faire beaucoup de vélo aussi. Je suis plutôt parti sur la course à pied moi, mais forcément, tu vois, je regardais avec un œil très très attentif. Et j'essayais de faire beaucoup de passerelles aussi entre la course à pied et le vélo, donc je suis très touché. Merci d'être là aujourd'hui. Merci. C'est vrai que tout le monde a une histoire, hein, directement ou indirectement avec le Tour de France, et voilà encore une preuve. Ah mais moi j'ai eu plus, hein. Moi j'ai regardé les classiques, je sais qu'on avait pris un abonnement sur Sport Plus, MyCanal. Ouais, pour avoir le Giro, parce que toi en plus tu tournais bien sur le Giro, je crois que t'aimais bien cette course. Oui, le Giro a été diffusé sur beIN dans un premier temps, puis après sur la chaîne L'Équipe. Donc voilà, c'était les 2 éditions du Giro auxquelles j'ai participé en 2014 et 2017, elles étaient télévisées en France, donc voilà, ça a permis de donner aussi aux Français le romantisme que le Giro a et de leur faire voir. Et puis j'ai eu la chance de performer sur les 2 épreuves, les deux Giro auxquels j'ai participé. Ok, écoute, on va en reparler. J'aime bien commencer un peu par l'enfance. Je crois que c'est mon biais de papa et moi le biais que mon enfance de sportif, elle s'est pas terminée comme je voulais. J'aime bien commencer avec la question: quel est ton premier souvenir de sport? J'aime bien dire quel est pas ton vrai premier souvenir, mais un souvenir qui t'a marqué, qui t'a transmis des émotions. À quoi tu penses, que ce soit sur un vélo ou pas d'ailleurs? Moi, ma première émotion en tant que fervent sportif, c'était la Coupe du Monde 98. Tout simplement, j'avais l'âge de jouer au ballon, tout simplement, tout seul ou avec mes copains.
pas en club, mais comme tout le monde, j'avais le ballon 98, j'avais l'écharpe, j'avais toute la panoplie qui allait avec, et forcément, j'étais très jeune, hein, mais forcément, l'émotion qui a été celle des Bleus, Zidane, Deschamps, enfin voilà, tous ces champions, tout ce qu'ils ont véhiculé, ça a été pour moi, à mon jeune âge, une grande émotion, comme tous les Français, hein. Sauf ceux qui sont nés en 2000, hein, il y en a beaucoup, mais ça a été, ça a été une émotion. Moi, ce qui a transpiré de 98 pour moi, c'est cet esprit d'équipe, cette fraternité entre tous ces champions qu'on fait qu'un pour défendre les couleurs de l'équipe de France. Ça a été quelque chose de fort. Malgré mon jeune âge, je l'ai ressenti très fortement. Ouais. Mais c'est vrai qu'en regardant, il y avait plein de raisons pour que l'équipe éclate en plein vol, tu vois, et ils ont tenu, tu vois, le carton rouge de Zizou dès le deuxième match. Les journalistes qui étaient durs avec eux, ils avaient quand même la pression. Dur avec l'entraîneur aussi. Ouais, l'entraîneur, ouais, mais oui, mais c'est ça qui a été beau, parce que forcément le chemin il était compliqué, il y avait beaucoup de choses négatives, beaucoup aussi d'ego. On avait l'impression qu'ils étaient tous les uns contre les autres, et au final ils se sont alliés, reliés les uns aux autres, et ils ont été forts, et au final ils sont liés à vie, hein, ces sportifs-là, les uns aux autres. Il y a quelque chose qui les sépareront jamais, ça c'est une évidence. Ouais. C'est clair. Bon, à la même époque, c'était pas l'année grandiose pour le vélo. Ça a été un peu la cata cette année-là. Toi, à quel âge tu t'es mis sur un vélo ? Alors, je me suis mis sur un vélo je faisais du vélo tout le temps, hein. Je suis allé à l'école très tôt, à 6-7 ans. Je partais faire mon trajet de chez moi à l'école à vélo. Pourtant, j'habitais en campagne. Donc, voilà, j'ai toujours été un amoureux de la liberté. Sur mon vélo, je trouvais que c'était un moyen de s'échapper si facile. J'ai commencé très concrètement en 2003 ou 2004, à l'âge de 14-15 ans. Tard finalement, en fait. Oui, tard. Ouais. Avant, j'étais touche à tout, je faisais rien de particulier. J'ai fait quelques années de judo, un petit peu de foot, etc. Mais le foot, j'avais un petit peu de mal. En club, autant j'aimais bien faire du foot tout seul, mais les clubs, j'avais un petit peu de mal avec ça. Je me suis mis au vélo tout simplement. Mon meilleur copain d'école, qui est toujours mon meilleur pote au jour d'aujourd'hui, on faisait la route à vélo tous les matins. Il venait me chercher, on allait à l'école ensemble le matin, le midi, le soir, et il me racontait tout simplement ce qu'il faisait de ses week-ends et ce qu'il faisait de ses mercredis. Donc il faisait du VTT, et à force il me raconte, et puis qu'il me dise t'aimes bien ça toi, faire du vélo, t'en fais tout le temps, viens un week-end avec nous, viens un mercredi avec nous. Je demande au coach si c'est ok. Moi, mes parents n'avaient pas beaucoup de moyens, donc avant de prendre une licence, je voulais être sûr que ça me plaise. J'ai été 2 mercredis. La petite histoire, c'est que le premier mercredi, j'ai dû crever. Le deuxième, j'ai dû casser ma chaîne. Le coach était vraiment hyper patient. Et puis le troisième mercredi, j'ai dit c'est bon, je vais prendre une licence. Je suis allé au club, j'ai pris une licence, j'ai pris des fonds de sac dans le club où il y avait des tenues qui traînaient, et puis voilà, ça a commencé comme ça. Et puis c'était aussi ponctué de belles rencontres. Le coach, je l'appelle le coach parce que ça a été mon entraîneur après pendant des années. C'était un sélectionneur départemental, régional, un dénicheur de pépites, et puis quand il m'a vu arriver, ça a matché. Il s'est dit lui il en veut, il a un vélo pourri, il s'accroche aux autres, et puis il m'a beaucoup aidé, ouais. Ok, c'est qui ? Alors, il s'appelle Pascal Agoguet. Okay. Il a été sélectionneur régional pendant de nombreuses années au comité de l'Orléanais. Il a pris sa retraite il y a 1 an, mais il est toujours très actif dans le milieu associatif. Et voilà, je lui dois une grande partie du fait que j'ai pu y arriver. Il m'a mis dans de bonnes conditions, en me prêtant du matériel, aussi en me donnant des bons conseils, et en m'apportant les valeurs de ce sport, en m'expliquant un peu que sans travail, on n'y arrivait pas, sans persévérance, on n'y arrivait pas. Et en fait, j'ai été bercé par ça, quoi. À 14-15 ans, quand j'ai commencé le vélo, à 15-16 ans, quand j'étais avec lui tout le temps, qu'on faisait des longs voyages en voiture ensemble,
bah, il m'expliquait que voilà, tel coureur, il avait eu tel coureur, qu'il avait un mental de fou, il n'avait pas le potentiel, que d'autres avaient le potentiel mais pas le mental, et que voilà, il fallait absolument avoir les deux associés, sinon bah, il y avait un truc qui manquait. L'adéquation, elle n'était pas bonne. Donc voilà, j'ai été bercé par ces valeurs-là qui m'a martelé, le travail. Et ça a toujours été un fil rouge, un fil conducteur pour moi. Ouais. Ça effraie pas quand on est un gamin ou un adolescent d'avoir quelqu'un qui te dit le travail, le mental, le travail, tu vois, ça peut faire peur, tu vois. Moi, j'entends beaucoup d'athlètes qui sont passés au micro, ils rappellent aussi la notion de plaisir. Je pense qu'on parlera un peu de ça, tu vois, durant l'interview, parce que c'est vrai que pour les gens, d'un point de vue externe, le vélo, ça rime pas forcément avec plaisir. Mais pour un gamin, toi, ça te faisait pas peur? Alors, en fait, c'est que lui, il me parlait de contraintes, alors que pour moi, ça n'en était pas, quoi. C'était pas une contrainte d'aller s'entraîner, faire du vélo, parce que je faisais ce que j'aimais, tout simplement. Et alors, il me parlait de choses que moi, je ressentais pas. Je ressentais pas de contraintes. Je ressentais juste de l'envie d'en faire plus. Et surtout, j'avais envie de gagner des courses comme un enfant qui prend le départ d'une course, tout simplement. À 14-15 ans, tu prends le départ d'une course, c'est pour gagner, mettre la pâtée aux autres. C'est tout. Et donc, moi, je dis, donne-moi les éléments, dis-moi ce qu'il faut faire, dis-moi comment il faut s'entraîner. S'il faut s'entraîner 3 fois par jour, j'irai m'entraîner 3 fois par jour. Mais le but, c'est que le dimanche, je mette la pâtée aux autres. C'était ma motivation. Et puis surtout, quand on arrive tard comme moi, à 14-15 ans, on progresse super vite. Les marches, je les ai grimpées 2 par 2 parce que j'arrivais dans un peu de maturité physique assez rapidement. Forcément, quand on commence très jeune, les échelons ils se font tout doucement. On travaille aussi surtout la technique avant le physique. Là, je me sentais progresser de mois en mois, de semaine en semaine. Donc c'était hyper satisfaisant d'aller dans cette démarche. Ok, d'accord. Ouais. J'imagine bien. Tu dis que tu voulais déjà mettre la pâtée aux autres. Est-ce que c'était un bon gagnant, un mauvais perdant, un compétiteur sur la selle comme en dehors d'ailleurs Alors, pas du tout mauvais perdant. Ça, c'est clair et net. Par contre, c'est la compète et surtout, au final... Comme j'étais à 14-15 ans, je l'ai été toute ma carrière, c'est-à-dire d'attaquer, de toujours être à l'offensive, de toujours vouloir faire la course. Ça, c'était dès qu'il y a un soupçon d'énergie, on y va. En fait, quand tu es jeune, au final, tu peux pas chasser le naturel. Hein. Si tu es quelqu'un qui s'économise quand tu as 15-16 ans, tu vas garder cet état d'esprit-là. Si tu es un sprinter qui fait attention, qui filoche et qui veut juste attendre les 200 derniers mètres, quand tu es jeune, ça va être dur de se réorienter sur le fait d'être baroudeur, de prendre du vent pendant 200 km. Ouais, j'étais comme ça, donc pas mauvais perdant, compétiteur, envie de gagner mais pas d'écraser les autres parce que une sorte de respect et de pudeur aussi dans la victoire. Puis de toute façon, chez les jeunes, j'ai pas gagné comme certains de mes collègues de mon âge. J'ai pas gagné 20 courses sur 25. Hein. J'en gagnais une dizaine. J'allais pas très vite au sprint, donc il fallait toujours que j'arrive tout seul, en échappée seul. Donc moi, j'habite à Orléans, c'est plat. C'était compliqué de se débarrasser de tout le monde à chaque fois, mais en tout cas, j'y mettais du cœur pour. Est-ce que jeune, c'est aussi tactique que ça peut l'être, tu vois, sur les grandes courses, à la fois les classiques que les tours en étape, tu vois? Chez les jeunes, c'est tactique. Chez les jeunes, c'est un peu tactique, mais c'est surtout, en fait, on est tout le temps confronté au même. Après, quand on grimpe un petit peu les échelons, on sort du département, on va dans la région, et puis après, on est sectionné en région, on va au niveau national, et puis après, chez les juniors, on va au niveau international. Donc oui, c'est tactique, c'est décousu, c'est pas... alors certainement que ça a évolué depuis 20 ans que je suis sorti des jeunes, mais c'est des courses un peu illisibles, un peu imprévisibles, où il n'y a pas de scénario bien écrit. Donc voilà, ça donne des trucs assez intéressants, mais de toute façon, c'est toujours... les meilleurs chez les juniors, c'est les meilleurs chez les pros après derrière, en règle générale.
Ouais, c'est vrai que ça change pas trop. Ouais. T'as moins l'esprit quand même d'équipe et de coéquipier, de stratégie que tu peux avoir. Chez les jeunes, tu étais comme chez vous, où là, il y a une vraie strat. Très honnêtement, chez les jeunes, c'est voilà, t'as papa, maman, qui a de la c'est ton caisse, staff. là, Et puis voilà. Après, quand tu arrives en sélection régionale, équipe de France, en junior, en équipe de France, là, ils commencent à avoir des stratégies. Le sélectionneur de l'équipe de France demande aux parents de gentiment s'écarter, laisser la place à un esprit d'équipe. On essaye de créer quelque chose. Moi, j'ai eu la chance d'être avec Bernard Bourreau, voilà, un sélectionneur emblématique de l'équipe de France qui a amené aussi toutes ces valeurs d'équipe, qui arrivait à fédérer, comme le fait Thomas Vauclair désormais en équipe de France élite. Il faut fédérer des gens qui sont adversaires toute l'année. Donc c'est quand même pas... C'est dur. C'est dur. Et il faut être capable d'être le porte-drapeau et de dire, voilà, on va mettre nos ambitions personnelles au service du groupe, du collectif. C'est pas une mince affaire quand même. Donc il y a des coureurs qui se font écarter des sélections tout simplement parce qu'ils adhèrent pas à cet esprit. Ouais. Mais ça doit être dur parce que vous êtes quand même, pour avoir rencontré quelques cyclistes, tu vois, tous gamins, vous gagnez. Tous vous aimez ça, vous aimez attaquer. Il y a cette personnalité quand même de terminer la course en passant la ligne le premier. Et à un moment donné, ça devient ultra sérieux. Chez les pros, ça devient compliqué de gagner tous les week-ends, effectivement. Sauf si on s'appelle Van Der Poel, Evenepoel ou Pogacar. Ouais. Oui, j'aime à dire que le cyclisme est un sport de perdants. On perd 99% du temps, même peut-être 99,9% du temps. On fait entre 75 et 80 jours de course. Très honnêtement, si on gagne une course dans la saison, c'est une saison presque réussie, hein. Surtout si on gagne sur le Tour ou une belle épreuve comme Paris-Nice ou voilà, quelque chose d'important. Voilà, les stats, elles sont pas terribles, hein. Il y a des coureurs. Stéphane Goubert, il a fait, je crois, entre 15 et 20 ans, je sais plus, 17 ou 18 ans pro, quasi toute sa carrière chez AG2R. C'était un super coureur, il a gagné 0 course. Ouais, donc si on multiplie par 100 jours de course, on va dire qu'il a fait 1500 jours de course dans sa carrière professionnelle, il a gagné 0 course. C'est quand même... Et c'était un super coureur qui était qui était reconnu pour ses qualités de grimpeur, ses qualités d'équipier, et qui est d'ailleurs désormais directeur sportif. Il a un rôle très important au sein de Decathlon G2R. Mais 0 course, 0 victoire. Chez les jeunes, ça se trouve, il en gagnait 20 ou 30 dans la saison. C'est tout ce paradoxe qui est difficile et je comprends que des coureurs qui gagnaient tout chez les jeunes, derrière, c'est quand même compliqué d'accepter ça. Tu te manges une grosse claque, hein, je trouve. Ouais, c'est un mur. Hein, c'est un mur. Et plus on monte dans la hiérarchie de l'équipe, plus on fait des courses de haut niveau, avec des World Tour, avec des courses, des classiques, des choses comme ça. Et forcément, quand on voit les champions qu'il y a aujourd'hui, les Van Der Poel, les Evenepoel, Pogacar, très honnêtement, déjà presque sur la ligne de départ, tu sais que la victoire, elle est déjà jouée parce que ces mecs-là, c'est des monstres, ils sont au-dessus, quoi. Donc, c'est compliqué, là. Ouais, aujourd'hui, c'est dur, je trouve. Pour les cyclistes, c'est pas évident. Non, là, il y a une génération là qui est arrivée là depuis 3-4 ans là qui est impressionnante, quoi. Ils ont un tel niveau. Temps à ce niveau-là ? J'ai du mal à croire qu'on aura des carrières très longues. Si ça tient entre 6 et 8 ans à ce niveau-là, pour moi, c'est déjà plus qu'exceptionnel. Des carrières de 15 ans, j'ai du mal à y croire parce que le niveau qu'ils ont là, le degré d'exigence qu'ils ont, j'ai du mal à penser qu'on puisse le tenir sur du long terme, mais j'ai envie de dire c'est pas grave. Le principal c'est d'aller au maximum de ce qu'on peut faire, que ça dure 2 ans, 3 ans, 4 ans ou d'être à 80% pendant 10-15 ans. À la limite, je pense que c'est mieux d'aller toucher ses limites et d'aller le plus haut possible. Je pense que c'est quand même hyper intéressant d'aller au sommet de ce qu'on peut faire.
Ouais. Et tu penses pas que ça peut aller, enfin que les cycles de performance ils peuvent aller encore, enfin devenir même plus courts, tu vois, avoir des athlètes qui performent pendant 2, 3, 4 ans, puis après nouvelle génération. Moi, il y a un, C'est tellement intense, tu il y vois. a un coureur qui m'a épaté. Si on refait un peu l'histoire du cyclisme, il y a eu Sky qui est arrivé dans les années 2010, qui a un peu renouvelé le cyclisme avec de nouvelles méthodes, des nouvelles stratégies, un recrutement très, très dense, avec beaucoup d'argent. Et ils ont pris Bradley Wiggins comme emblème pour le monter et lui faire gagner le Tour de France. Ils ont réussi en 2 ans. En 2012, en 2011, il était prêt pour gagner parce qu'il y avait pas mal de contre-la-montre. Le Tour n'était pas si montagneux que ça. Il tombe sur l'étape de Châteauroux et il gagne l'année d'après. Wiggins, il a tenu 3 ans. Il a tenu 3 ans au top du top. En 2012, il a gagné le Tour. Il a été champion olympique. Ils avaient une équipe, c'était dingue. Ils faisaient des tempos de fou. Ils cadenassaient la course. La course était bloquée. C'était même à la télé, c'était très inintéressant à regarder. Il a tenu 2 ans et demi, 3 ans, Bradley Wiggins. Après, il a été au Giro, ça n'a pas marché. Et derrière, il y a eu Chris Froome. Il y a eu toute la période Chris Froome. Et Chris Froome, moi, il m'a épaté par le nombre d'années qu'il a tenu à ce niveau. Il a tenu presque 5-6 ans vraiment en haut du panier, a remporté toutes les courses à étapes auxquelles il participait, le Paris-Nice, le Tour de Romandie, le Tour de France, il a gagné aussi la Vuelta. Et il a tenu 5-6 ans. Et bon, après, il a eu sa chute, mais déjà, avant sa chute, son niveau était en train de baisser. Mais là, il m'a vraiment impressionné. Donc, je pense que 5-6 ans, c'est le max. C'est le cycle max avec le degré d'exigence qu'il y a actuellement. Donc, 1 ou 2 ans pour arriver au top. Et puis après, de tenir 5-6 ans. Mais il y aura plus de Davide Rebellin et d'Alexandro Valverde. J'ai du mal à croire qu'on en recroise. Ou des Sylvain Chavanel, hein, ou des Thomas Vauclair, des 18 ans de carrière. J'ai du mal à croire qu'on en croise encore beaucoup. Ouais, je veux bien le croire. T'as conscience de tout ça quand tu commences, toi, ta carrière pro? Moi, quand je commence ma carrière pro, au début, ça se passe très bien. D'ailleurs, ça se passe comment? On vient de voir et on te dit, tiens, c'est une équipe qui vient de voir, c'est un sélectionneur. Alors, comment ça se profile? Il y a plusieurs possibilités pour accéder au cyclisme professionnel. Il y a la filière un peu sport-études, réserve, équipe réserve, et puis après tu passes de l'équipe réserve à l'équipe pro. Moi, ça s'est fait plus par l'équipe de France. Donc j'ai été sélectionné en équipe départementale, en équipe régionale et puis après en équipe de France en junior. J'ai fait tout le programme avec l'équipe de France en junior, avec toutes les coupes du monde, toutes les grandes courses à étapes en Italie, en Allemagne, en Suisse, etc. Et ça se termine par les championnats du monde. Il est encore valable ce cursus de passer par l'équipe de France? Oui, il est valable. L'équipe de France, ça reste un endroit, surtout maintenant junior, par rapport à moi, ma génération et la génération d'aujourd'hui. On va dire que tout a été décalé de 2 ans. C'est-à-dire que moi, je suis passé pro à 20 ans. Aujourd'hui, ça va passer pro à 18 ans. Ils ont gagné 2 ans avec les nouvelles technologies, avec la nouvelle approche, avec un professionnalisme qui arrive beaucoup, beaucoup plus tôt que moi, ce que j'ai connu. Donc, il y a le cursus équipe de France. Et puis après, ça passe de l'équipe de France à l'équipe réserve directement désormais. Moi, j'ai refait 2 années d'espoir, donc 19-20 ans, où j'ai refait un cycle d'équipe de France avec toutes les sélections, avec les championnats d'Europe, les championnats du monde. Et puis après, j'ai été repéré par une équipe qui m'a fait confiance c'était le Crédit Agricole qui m'a fait confiance pour 2 saisons. Où j'ai vraiment pris des bons repères tout de suite, où on m'a fait un beau, un plan de carrière bien établi avec des marches les unes après les autres. C'était très bien construit et puis ça a porté ses fruits parce que j'ai gagné des courses dès la première année. La deuxième année, on m'a envoyé sur des courses plus importantes où j'ai performé, comme Paris-Nice, comme le Dauphiné. Ça s'est ponctué derrière par une section aux Jeux Olympiques à Pékin. Voilà, c'était vraiment, j'étais parti sur de bons rails.
Ouais, tu fais des top résultats très jeune. Moi, je me souviens, je sais plus en quelle année c'était. Ouais, ça devait être au JO, quoi. On t'attendait fort, quoi, déjà. Ouais, bah c'est vrai qu'il y avait en 2007-2008, il y avait un creux générationnel un peu en France. Comment l'expliquer? Il y avait Laurent Jalabert qui a pris sa retraite, Richard Virenque qui avait pris sa retraite. On avait des bons coureurs en France comme Sylvain Chavanel, Sandy Cazard, Thomas Vauclair. Mais c'était pas des top grimpeurs, des coureurs. C'était des super coureurs, rien à dire. Hein. Mais la France cherchait un peu un nouveau Virenque, un nouveau Jalabert, quelqu'un qui fait un peu lever les foules, etc. Et donc moi je suis arrivé, j'ai vraiment marché fort sur mon premier Paris-Nice, j'ai vraiment marché fort sur mon premier Dauphiné, j'étais maillot à poids du Dauphiné, passé 4 jours échappés. Voilà, j'étais l'élu un peu. J'étais ça y est, on en a un là, c'est bien, c'est sympa. J'ai été un peu propulsé comme le coureur qui allait arriver sur le Tour, qui allait faire 7 maillots du meilleur grimpeur comme Richard Virenque ou quelque chose comme ça, quoi. On s'attendait à ça. Après, il y a eu après les Jeux Olympiques, j'étais un peu blessé, j'ai eu une tendinite au tendon d'Achille, j'ai mon équipe qui s'est arrêtée, le Crédit Agricole a retiré son sponsoring du cyclisme et du sport en général, donc il a fallu changer d'équipe. J'ai été accueilli par Bouygues Télécom à l'époque, qui était une équipe très populaire. C'était un choix de rejoindre cette équipe qui était pour moi la plus populaire en France, aux côtés de Thomas, de Pierrick Fédrigo. Ça a été un petit peu compliqué au début. Ça a été un petit peu compliqué pour plusieurs raisons. On m'a donné un statut peut-être que je ne méritais pas encore, un statut de leader. Trop de pression, trop tôt peut-être. Trop de pression. Et puis après, j'ai pas honte de dire que j'avais un peu perdu mes valeurs, les valeurs qu'on expliquait au début, les valeurs du travail, les valeurs de la remise en question, de tout ça, parce que j'étais jeune, j'avais 22 ans. Je commençais à gagner un petit peu d'argent et forcément j'ai des personnes qui sont arrivées autour de moi, qui ont commencé à graviter, qui ont commencé à me dire que j'étais le plus beau, le plus fort, que j'étais aussi le plus intelligent, que j'avais finalement pas besoin de m'entraîner tant que ça, que voilà, l'hygiène de vie, etc. Donc j'ai négligé quelques détails. Le sport est impitoyable et te le rappelle tout de suite. Donc tout ça mis bout à bout, ça fait que ma courbe de progression s'est un petit peu ralentie. J'ai eu une année 2009 où j'ai fait mon premier tour. Alors, j'ai terminé 20e de mon premier tour, mais c'était pas ce dont les gens attendaient. On s'attendait à beaucoup mieux parce que forcément on m'avait mis sur un piédestal un petit peu trop haut. C'est tellement exceptionnel, quoi, quand tu te dis tu fais un top 20 sur le Tour de France, tu vois, avec il y a 250 coureurs grosso modo sur la ligne de départ. Mais il y a 200 coureurs, mais il y a les 200 meilleurs du monde. Voilà. En fait, on pourrait être 10 000 sur la ligne de départ. C'est même 100 000, je sais pas. Mais il y a les 200 meilleurs coureurs du monde. J'ai terminé 20e. J'avais 21 ans et demi. Et il y avait... vu que j'avais été mis très haut, il y avait un peu un goût d'inachevé. Alors que moi, 20e du Tour, mon premier Tour de France, mon premier grand tour... C'était déjà solide à l'époque. Il y avait un Français devant moi, il y avait aussi le classement des Français, c'est toujours le cas. Je me suis dit, au final, on en attend plus. Donc il va falloir se remettre un peu en question. En 2010, c'est pareil, ça repart, mais c'est un peu laborieux. Et là, à l'intersaison, au milieu de l'année 2010, je fais des classiques moyennes, je vais à Liège-Bastogne-Liège, une course qui me tient à cœur, ça se passe moyen, je me sens bien mais j'y arrive pas à être devant. Je décide de prendre mon téléphone et de rappeler mon premier entraîneur, celui avec qui j'ai commencé mes premiers entraînements, et de lui dire écoute, je pense que peut-être il faut qu'on revienne à la base de tout ça, on se voit, on échange un petit peu, on se réentraîne quelques semaines.
vraiment pas beaucoup. Hein. C'est là qu'il m'envoie à Bourdoisan, il m'envoie en stage dans les Alpes, il me dit va passer 10 jours dans la montagne, va rouler, roule. La petite histoire, c'est que moi c'était la première fois que je faisais un stage en montagne. Ouais, 2010. Ok. Bon, c'est jamais trop tard pour s'y mettre. Hein. Je dis bon, il est pas trop tard, et au final je me rends compte que j'ai de la marge dans le travail. J'ai jamais vraiment travaillé de manière très assidue, très spécifique. Je m'entraînais, mais chez moi, Orléans, moi le grimpeur, terminé meilleur grimpeur du Dauphiné, je m'entraînais à Orléans, c'est tout plat. Et je me retrouve à Bourdoisan avec ma copine à l'époque, qui est devenue ma femme aujourd'hui, qui elle révisait ses partiels pendant 10 jours à Bourdoisan, et il a fait un temps pas possible. Mais il a fait une météo, mais juste catastrophique. Ça doit être tellement l'enfer en plus. Et on était dans un petit chalet, parce qu'à Bourdoisan, au final, il n'y a pas grand-chose. Et elle, la petite histoire, c'est qu'elle passait ses vacances à l'Alpe d'Huez tous les ans avec sa famille, qui étaient des fervents supporters du Tour, et elle voulait retourner à l'Alpe d'Huez. Donc on s'est retrouvés là. Et tout l'école fermée, parce que mois de mai, l'école, ils étaient encore enneigés, la pluie à torrent. Et je me suis retrouvé à monter l'Alpe d'Huez de long en large tous les jours, parce que j'étais au pied, je montais l'Alpe d'Huez, arrivé en haut, je m'habillais, je redescendais, je prenais une douche pour me réchauffer parce qu'il faisait un froid pas possible, et je recommençais, et je faisais ça 2 ou 3 fois par jour. Il y a eu une journée où il a fait meilleur, je suis allé monter un bout du Galibier, du Lautaret et puis les 2 Alpes, mais sinon j'ai poncé l'Alpe d'Huez en long, en large et en travers en 2010, et ça fait partie de mon succès de 2011, et il est aussi lié à ça. Donc voilà, en 2010 je me remets en question, je reprends les bases, je reprends le travail sérieusement avec mon entraîneur et ses valeurs qu'il m'a inculquées quand j'étais jeune. Et les résultats, ils reviennent. Je regagne au Tour de Lorraine, je refais un top 10 au Dauphiné, au classement général, je fais le Tour, etc., etc. Et après, en 2011, c'est la fameuse année où j'éclose sur le Tour de France, où tout ça. Et voilà, entre l'hiver 2010 et la saison 2011, je me suis dit, ok, bon, j'ai réussi pendant 3-4 mois à reprendre le cours de ma progression, à revenir là où je devais être. Maintenant, j'ai tout un hiver pour vraiment reconsolider ça, quoi. Et là, j'ai fait un hiver entre 2010 et 2011 le plus studieux possible. J'étais assidu, je suis allé à la gym tous les jours, je m'entraînais 3 fois par jour, la salle le matin, le vélo l'après-midi, je retournais à la salle le soir. Et j'ai vraiment... comme une maison, j'ai construit des fondations solides, hyper solides. Alors ça a mis un petit peu de temps, parce que quand on fait un hiver avec beaucoup de volume, le début de saison, il est un peu long à se mettre en route, mais par contre, une fois que c'était en route, j'étais vraiment solide, hyper fort. Et après, sur le Tour, on connaît l'histoire avec le maillot jaune de Thomas, ma victoire sur l'Alpe, le maillot blanc. Et puis après, voilà, ma carrière, j'ai envie de dire, elle s'est relancée une deuxième fois à ce moment-là, quoi. Il y a eu les prémices en 2007-2008, il y a eu un petit creux. Et après, en 2011, je suis devenu ce que j'ai été après tout le reste de ma carrière. Ok. J'ai envie de faire un mini flashback, tu vois, pour les jeunes là. Qu'est-ce que tu dis à ton ancien entraîneur quand tu l'appelles ? Tu te souviens de cette conversation ? Parce que j'ai l'impression qu'elle a été un peu un déclic, tu vois, tu la mentionnes. À la base, j'ose même pas l'appeler, je lui envoie un petit message. Et il me dit, ok, viens, on va voir, on va faire le point sur ce que tu fais, sur ce que tu fais désormais aussi, etc. Donc, on a commencé par me faire un test d'effort en plein milieu de saison, ce qui est très rare dans le cyclisme. En cyclisme, on fait un test en début d'année pour voir si tout va bien. On s'en sert très peu. Là, on fait un test d'effort. Il me dit, oh, tes chiffres, ils ont un peu évolué là. Ça va falloir monter le volume. Et en fait, c'est quoi ? Tu fais VO2, tu fais ta PMA aussi. J'ai fait une PMA avec une VO2. Une prise de lactate et puis voilà, un petit test cadence pour voir si j'ai pas perdu mes bases. Alors, la petite histoire, c'est que
vu que cet entraîneur était au comité, il faisait aussi passer les tests d'effort, donc il avait tous mes chiffres depuis cadet. Enfin voilà, mon dossier il est comme ça, hein. Il y a un dossier sur moi impressionnant, donc il avait tous les chiffres, donc il a vu que ça avait évolué, il a vu que j'avais pris un peu de volume, et puis voilà, on est reparti sur vraiment quelque chose de basique, vraiment les bases, de s'entraîner le matin 2-3 heures, de faire du derrière scooter 2-3 heures l'après-midi, de faire du volume sans trop de contraintes, de rouler vite, de prendre le rythme, le fameux rythme du peloton qui est chez les pros, le rythme du peloton, il est lancinant en fait. C'est comme si tu étais sur... c'est comme si tu faisais mijoter quelque chose à petit feu, quoi. Et c'est tes cuisses qu'on mijote. Tes cuisses, c'est ton énergie qu'on mijote. C'est lancinant, c'est un rythme qui t'use. Et en fait, pour travailler ce rythme, il y a le basique, le derrière scooter. Alors, c'est vraiment, ça paraît obsolète de dire je fais du derrière scooter, mais au final, c'est la base, quoi. C'est la base de rouler vite avec un rythme qu'on peut tenir longtemps. Donc voilà, on est reparti. On a fait 15 jours de derrière scooter tous les jours. Tous les soirs, il me prenait soit le soir, soit le matin. L'après-midi, j'allais rouler ou le matin, j'allais rouler. Donc, bi-quotidien tous les jours. Ce qui permet de faire un volume assez important. Grosse sieste, j'imagine. Ouais, un peu de repos, une collation, essayer de s'affûter aussi de manière... quand on fait du bi-quotidien, l'organisme il est en activité, il est actif toute la journée, donc il brûle plus de calories. Voilà, essayer de se dire, bon, on en est où, quoi, vraiment reprendre les bases. Puis après, il m'a envoyé en stage, je suis revenu de stage, on a refait de la vitesse de jambes avec le scooter. Et puis après, m'a dit, c'est bon, on va en course, tu vas voir, ça va aller. Et puis en fait, juste d'avoir quelqu'un qui te dit ça va aller, quand il va, en vrai, t'es déjà au point. Ça, c'est important. Et tu fais pas du tout d'entraînement croisé. En fait, tu fais que rouler. Tu sais, là, on entend... Comme je te disais, il y a beaucoup d'auditeurs qui font de la course à pied, du trail, tu vois. Il y en a de plus en plus qui, tu vas se mettre à faire du ski de rando l'hiver, du ski de fond. Beaucoup qui se mettent à rouler l'hiver aussi pour limiter un peu les impacts. Enfin, il y a aussi beaucoup ça dans la course à pied, tu limites les impacts. Vous croisez pas, c'est... Un petit peu l'hiver. L'hiver, et puis désormais, la gym, le gainage, les choses comme ça, la stabilité aussi, fait partie désormais de l'entraînement, c'est-à-dire du quotidien. Ça va être fait 3, 4, 5 fois par semaine selon les profils. Les sprinters vont également passer du temps en salle, beaucoup. Ils vont délaisser un peu le vélo pour vraiment avoir plus d'explosivité. Mais la saison cycliste est tellement longue que l'hiver est tellement court qu'on n'a pas le temps de se lancer dans une saison. Ouais, c'est à la marge, quoi. C'est un loisir. On n'a pas le temps d'avoir des sensations dans, je sais pas, de faire du ski de fond ou faire des choses comme ça. Alors, un Canadien, il va faire du ski de fond un petit peu l'hiver parce qu'il va avoir l'habitude ou voilà, mais c'est très court. L'hiver est trop court. J'ai vu certains de mes camarades faire un peu de trail, des choses comme ça, mais c'est quelques semaines, c'est vraiment très peu. Ouais. Ouais, j'ai vu que Thibaut Pinot avait fait un trail ce week-end. Thibaut, Gaudu aussi en fait. Ouais. Romain Bardet fait un petit peu de ski de fond. Il faut aussi un peu je crois qu'il faut aussi un petit peu de trail, mais vraiment comme ça en loisir. Ouais. Ouais. Pour changer un peu plus les idées. C'est ça. Okay. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune là qui arrive pro, qui démarre très très fort, comme toi ça a pu être le cas? J'ai un peu l'impression que il y avait toi de ton côté l'envie un peu de, ouais, comme un jeune, tu vas te savourer aussi, de croquer le succès, on va dire, à pleines dents. T'en es peut-être un peu revenu. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui vit un peu cette situation-là Mais tout simplement de bien s'entourer. De bien s'entourer, de créer une bulle imperméable à tous les extérieurs et à tous les changements possibles. Un coureur cycliste, il est amené à changer d'équipe, à partir. Un coureur français, il va aller potentiellement à l'étranger ou il va changer de structure. Mais lui, de se créer sa bulle à lui avec son ostéo, avec son kiné,
potentiellement avec son médecin, avec son entraîneur, avec son préparateur physique, son préparateur mental, quelques personnes fiables pour partir en stage personnel aussi. Aussi peut-être un bon équipier, un ami qui va rester, qui va l'accompagner. Créer cette bulle de 5-6 personnes, pas besoin d'être 10 000. Hein. Et cette bulle, elle doit être imperméable à tous les changements qu'on peut rencontrer quand on est sportif. Au final, ça marche pour les autres sports. Et cette bulle, elle se déplace avec toi et personne ne doit la pénétrer. Voilà. Pour moi, c'est le conseil que j'aurais à donner. Et puis, un autre conseil, c'est tout simplement d'aller au bout de ses rêves et de ne pas avoir de regrets. Parce que je pense que vivre avec des regrets, de se dire « Ah, j'aurais dû tenter de passer professionnel, j'aurais dû essayer d'aller dans ce sport-études, peut-être parce que ceci, peut-être parce que cela. » D'aller au bout des choses, réussite ou échec, mais au moins, dans sa vie d'après, on n'a pas de regrets. Si ça marche pas, si on rêve d'être footballeur professionnel, il faut faire la démarche jusqu'au bout. Et si ça aboutit pas, au moins il y aura pas de si j'avais su. Parce que vivre avec des si j'avais su, je trouve ça dur. Toi, tu en as des regrets? Peu. T'as l'air d'être plutôt quelqu'un d'intense. Ouais. Pas trop te poser de questions. Non, j'ai peu de regrets dans ma vie de sportif. J'ai fait bien mieux que ce que j'aurais pu imaginer en termes de carrière, de longueur de carrière, de rencontres, aussi de succès. Si j'ai un regret, c'est de pas avoir ramené le maillot à poids sur le Tour de France aux Champs-Élysées, de l'avoir porté pendant 15 jours et de l'avoir perdu le dernier jour. Ça, c'est un regret. C'est dur, ça, de s'en remettre? Ouais, je sais pas si je m'en remettrai un jour, mais je vais très bien vivre sans. C'est juste personnel, là. C'est vraiment moi. C'est vraiment avec moi-même, parce qu'en plus, je pense que dans la tête des gens, des suiveurs et des spécialistes ou non spécialistes, cette année-là, quand j'ai porté le maillot à poids pendant 15 jours en 2013, dans la tête des gens, je pense que je l'ai ramené à Paris. Il n'y a que moi qui sais que je ne l'ai pas ramené au final, je pense. Mais oui, ça m'embête de ne pas avoir fait le défilé sur les champs avec le maillot à poids, sachant que je l'ai porté le 14 juillet dans le Ventoux, je l'ai porté tout le Tour de France, que c'est vraiment, après le maillot jaune, c'est le maillot le plus regardé. Hein. Et encore, quand c'est un Français qui porte le maillot à poids, je pense qu'on est peut-être même plus sur le maillot à poids. C'est un maillot qui est hyper populaire, bien sûr, qui a tellement une histoire magique. Voilà. J'adore les gens d'ASO et le Tour de France, mais je leur en veux de vouloir d'avoir voulu doubler les points sur les arrivées au sommet et de favoriser un coureur du classement général pour le maillot à poids. Ça fait que depuis quelques années, au final, tu as un coureur qui va remporter le maillot jaune, le maillot à poids et le maillot blanc. Je trouve ça dommage de ne pas valoriser un petit peu plus les attaquants. On aurait été dans l'ancien format de points, j'aurais remporté peut-être même 2 fois le maillot à poids, parce qu'une fois j'ai dû terminer 3e ou 4e aussi. Ouais, je trouve que c'est un maillot qui doit rester un maillot qu'on voit sur les étapes, sur des échappées au long cours, et pas seulement sur des coureurs qui va gagner 3 arrivées au sommet, parce que c'est tout simplement le plus fort du tour. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Je suis vraiment d'accord avec toi. Je pense que mon avis est partagé avec beaucoup. Et je pense qu'il serait partagé aussi avec les sponsors qui sponsorisent le maillot à poids. Ouais, je suis d'accord. Même si Pogacar ou Froome ou Quintana, c'est des immenses athlètes. Mais c'est dommage de ne pas avoir un coureur emblématique qui porte le maillot à poids aussi. Ok. Je suis obligé de te faire raconter 2011. Forcément, tu vois, j'ai quelques auditeurs, quand je leur ai dit que tu venais ce matin, qui m'ont dit, bah oui, on a envie de revivre un peu cette année, cette épopée. Moi, je voulais savoir un peu, avoir l'avant et l'après. Forcément, tu vois, les fans de vélo savent, tu vois, cette arrivée à l'Alpe d'Huez, c'est que cette
ces différentes attaques que tu as pu faire sur ce tour qui étaient exceptionnelles. Comment tu te sentais avant, toi? Avant ce tour-là, t'es arrivé comment? En bon état d'esprit? Tu vois, ça fait effectivement peut-être t'as fait une petite saison un peu à blanc l'année d'avant. Comment tu te sens en arrivant? Je me sens bien. Je suis déterminé. Je viens de battre tous mes records de puissance, sur 30 secondes, sur 1 minute, sur 5 minutes. Je suis serein, je suis affûté comme jamais. T'es à combien de puissance sur 1 minute? Je sais pas, je crois que j'étais à 515 ou quelque chose. Ah non, sur 1 minute. Sur 1 minute, j'étais à 800, 850, je sais plus honnêtement. Ne faites pas ça chez vous. Non, mais après, j'étais vraiment très léger. Donc, les chiffres bruts ne donnent pas grand-chose. Mais j'étais très affûté. J'étais affûté comme jamais, très honnêtement. J'avais fait une prépa de dingue. Mon entraîneur, du coup, pendant l'hiver, j'ai travaillé avec les 2 entraîneurs, avec mon ancien entraîneur et puis un nouvel entraîneur qui était plus axé sur le fitness, qui m'a fait changer beaucoup de choses. Et la petite histoire, c'est que moi, c'est la dernière année où je peux être maillot blanc du Tour. Donc, je suis dans l'année de mes 25 ans. La route, j'ai dû terminer 2e, 3e et 4e les 2 années précédentes. La route était barrée par Andy Schleck qui terminait tout le temps sur le podium du Tour et qui était très jeune, qui avait un an de plus que moi seulement. Et là, je me dis, c'est l'année ou jamais. Je regarde la concurrence. Et à l'époque, des moins de 25, en vrai, il n'y en avait pas des masses. Hein. C'était là aujourd'hui, quand on voit, ils ont tous moins de 25 ans, ils trustent les 10 premières places du Tour. C'était complètement une autre génération, quoi. Moi, j'avais 2-3 concurrents, quoi, pour le classement général, des coureurs qui faisaient le classement général, qui avaient moins de 25 ans. Franchement, il n'y en avait pas beaucoup, quoi. Donc, je me suis dit, je peux être maillot blanc du Tour, quoi. Il y avait Ouran, il y avait Rein Taramae, Jérôme Coppel, mais c'était vraiment des coureurs accessibles, quoi. Donc je me dis, voilà, j'y vais pour ça. Peu importe si je termine 15e, 20e, je veux ce maillot blanc, c'est à ma portée. Et je pars avec cette optique-là. Je le dis à mes directeurs en arrivant. Je dis, je me débrouille, je fais le classement général tout seul. Vous vous occupez pas de moi, mais je vais essayer de m'accrocher pour aller chercher ça. Ils me disent, ok, pas de problème. T'es déjà leader de l'équipe. Thomas était dans une année exceptionnelle. Thomas était dans une période où il était au sommet de sa forme. Il était dans l'âge où il était à maturation, au pic de sa forme. Il faisait une année exceptionnelle, il était leader de l'Europe Tour, il avait gagné beaucoup de courses. Franchement, c'était le Thomas au top du top, quoi. Il était au sommet de sa carrière. Et il en dit quoi, toi, quand tu lui dis tes ambitions? Thomas, il est OK avec ça, parce que lui, à la base, il part pour gagner une étape, hein. Il part pour faire gagner des étapes, etc., comme il a l'habitude de faire. Donc c'est la stratégie, quoi. Sauf que voilà, Thomas, il reste. C'était le départ en Vendée. Il y avait une étape qui lui correspondait bien. Il fait top 10 au Mont des Alouettes, il me semble. Après, il reste dans le jeu, il reste dans le match. Et puis après, il prend une échappée dans le Massif Central, comme il a l'habitude de faire. Vraiment une échappée où ça part costaud. Il part avec Hazard, avec Sanchez, avec Ougerland. Il part qu'avec des machines. Derrière, dans le peloton, il y a un fait de course, il y a une chute massive avec Vinokourov qui tombe dans le fossé dans la descente du Puy-Marie. Le peloton s'arrête et là, Thomas, il a un boulevard pour le maillot jaune, quoi. Il prend le maillot jaune. Donc là, le lendemain, c'est repos. Et là, mes directeurs me disent, écoute, ton maillot blanc, tu le mets de côté. Là, on a un truc, c'est le maillot jaune du Tour. Pour nous, le petit poussé du Tour de France, c'est ultra important. Je dis, ok, pas de problème. Je vais aider Thomas, je vais l'accompagner le plus loin possible. Et de toute façon, si je l'accompagne le plus loin possible, automatiquement, le maillot blanc, il sera à proximité. Donc voilà, le but, ce sera de l'accompagner. Fallait juste pas que Thomas craque un jour. Fallait pas qu'il nous fasse une craquante et qu'on soit obligé de l'attendre et puis de perdre 20 minutes. Et en fait, Thomas, il m'a propulsé de jour en jour dans un rôle que j'avais jamais fait. Il m'a propulsé dans un rôle
À la base, je devais être le troisième à l'accompagner, je devais être l'avant-avant-dernier. Et au final, je me suis retrouvé à être le dernier, à être son lieutenant, comme on dit dans le jargon, à être le gars qui l'amène le plus loin possible. Et ça commence à Luzardinen, dans les Pyrénées, où on monte 3 cols, le Galibier, etc. Et on finit à Luzardinen. Et là, en fait, je me rends compte que dans ce rôle-là, je suis hyper fort, que on arrive à rouler, à faire le tempo assez vite pour que les attaques, on arrive à les contrôler. Et on arrive au sommet de Luzardinen et on perd 10 ou 15 secondes sur les meilleurs. On perd rien. Et d'ailleurs, cette photo de nous deux franchissant la ligne à Luzardinen, bras dessus, bras dessous, elle est toujours en 4x3 dans le bureau d'aujourd'hui Total Direct Energy, dans le bureau de Jean-René Bernaudot au manoir aux Essarts. C'est un moment fort de cette équipe, de cette structure, et c'est un moment fort de notre carrière à Thomas et moi. Ça nous lie vraiment très, très fortement. Et moi, ce jour-là, à Luzardinen, j'ai compris que au final, je n'avais pas besoin de m'échapper et de prendre 10 minutes d'avance pour gagner une étape de montagne. J'étais capable de le faire à la pédale. J'étais capable d'être au pied avec les meilleurs, de m'économiser toute la journée et de jouer avec Contador, Basso, Lechlec et Sanchez et compagnie. Et pour moi, ce jour-là, ça a été le déclic de ma carrière. J'ai réalisé... je suis capable de le faire. Au final, ce qu'on avait dit de moi il y a 2-3 ans, je suis capable en fait. C'est juste qu'à un moment donné, je me suis un peu égaré, j'y arrivais plus trop, donc j'ai pris des échappées, je me suis dispersé. Et au final, non, si je reste à la pédale avec ces gars-là, je peux les tenir. Il suffit juste d'adopter la même stratégie qu'eux, c'est-à-dire d'être très économe et de tout miser sur la dernière montée, quoi. Et là, ça a été un déclic et après, le tour a continué et j'ai accompagné Thomas l'étape d'après. Là, on perd même pas 15 secondes, on arrive avec eux, quoi. Donc, il y avait juste un coureur qui nous avait pris 15 secondes, je crois, ou 20 secondes. Mais c'était un coureur. Le reste, on les avait contenus, quoi. Et après, on arrive dans les Alpes, etc. Et rebelote, on arrive à jouer. Dans le Galibier, voilà, Schleck fait un numéro extraordinaire, Andy Schleck. Porté aussi par ses équipiers, mais derrière on contient Evans, on contient Basso, on contient Cunego, tous ces champions de l'époque. On vibre, franchement, dans le public, on vibre à ce moment-là, on commence à y croire en fait. Là, très honnêtement, on se dit ils vont le faire. Quand on fait cette étape du Galibier, là, c'était une étape monstrueuse. On passe le col Agnel, l'Isran, il me semble, ou l'Isran, le Lotaré, le Galibier, c'était monstrueux. On passe 3 fois au-dessus de 2000 mètres. Et moi, je me souviens, dans le Lotaré, on avait vent de face. Et il n'y avait plus que moi et Thomas. On était un groupe de 20-30. Et j'étais là, je dis, mais quand est-ce qu'il va jamais craquer? Et je dis, mais s'il craque pas, je peux pas craquer moi non plus. Donc, en fait, ça nous a poussés. On s'est poussés l'un et l'autre. Lui, il était poussé par le maillot jaune et moi, j'étais poussé par lui à aller toujours un peu plus haut. Et au final, on voyait des coureurs se faire lâcher. Et puis nous, on était toujours là, on était toujours avec les meilleurs. On était à la fois surpris, mais à la fois, non, parce que on avait une stratégie complètement différente. En temps normal, j'aurais tenté d'aller dans l'échappée, je me serais dispersé. Là, on était en mode économie, on était en mode survie. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on pouvait aller super haut, quoi, et super loin avec ces mecs-là. Et on les a tenus. J'ai roulé dans le Lotaré, j'ai roulé dans le Galibier. Et puis voilà, tous les coureurs, du coup, moi personnellement qui jouais le maillot blanc, je les distançais un par un, quoi. Je me suis retrouvé ce soir-là deuxième du maillot blanc. Thomas était encore maillot jaune et il restait une étape de montagne, un contre-la-montre. Et après, on arrive à la fameuse étape de l'Alpe d'Huez. Ce nouveau format d'étape que KSO a adopté désormais avec un format très court, 110 km. Avec le Télégraphe, le Galibier, la vallée d'Oisan et l'Alpe d'Huez, donc un format très court, 3200 mètres en 110 bornes. Donc un format explosif où les coureurs ils comptent pas, quoi. Ils y vont tête bêche et ils foncent, quoi. Et là, Contador, piqué dans son orgueil, il attaque dès la montée du Télégraphe. Et là c'est l'enfer, quoi. Là c'est bienvenu en enfer. Il attaque d'entrée de jeu.
Thomas essaye de le suivre et il a fait peu d'erreurs dans sa carrière. Mais là, il en a fait une, c'est qu'il s'est mis tout simplement sur régime. Nous, on pouvait plus l'aider. Là, il était parti chasser plus fort que nous là. Et on l'a retrouvé sur le sommet du Galibier en perdition. Et là, Thomas a fait quelque chose d'important pour moi parce que ça m'a permis de m'imposer à l'Alpe d'Huez, mais d'important pour lui aussi, pour l'équipe, pour les supporters, pour les sponsors. Pour tout le monde, et il m'a libéré de mon rôle de lieutenant en me disant vas-y, suis-les quoi. Je l'ai regardé, il m'a fait un signe de tête et j'y suis allé. Donc là, je l'ai abandonné. Très clairement, je l'ai abandonné. Il savait que t'étais bien, toi? Oui, là j'étais bien. Puis moi, j'avais pas fait d'effort. Moi, j'étais resté dans le peloton. Après, en fait, une fois que l'attaque de Contador a été un petit peu tamponnée, dans le peloton, ça s'est réorganisé. Alors, ça a mis du temps à se réorganiser. On avait presque 2 minutes de retard à un moment donné. Mais ça s'est réorganisé avec les BMC de Cadel Evans et les Liquigas de Basso qui ont mis un gros tempo. Et puis, petit à petit, qu'on gommait l'écart. Et après, nous, quand on a rattrapé Thomas, tout le monde en a profité. Ils l'ont attaqué tout de suite, quoi. Il était cuit. Et moi, il m'a dit vas-y quoi. Donc alors j'ai marqué le coup, je l'ai regardé une deuxième fois et quand il m'a fait ce signe de tête et qu'il m'a dit d'y aller, je me suis dit bon, ok, j'y vais. On te dit quoi dans l'oreillette aussi à ce moment-là? Là, Thomas, il avait tellement de pas de pouvoir, mais il était tellement important dans l'équipe que c'était lui qui prenait les décisions. C'était plus les directeurs sportifs. Les directeurs sportifs, ils étaient là, ils donnaient de l'information concrète, du formel, donnaient les écarts, mais c'est Thomas qui prenait les décisions. C'est Thomas qui disait on roule, c'est Thomas qui disait on roule pas, c'est Thomas qui dictait les stratégies. Alors des fois, il se laissait... Il faisait pas tout parce que voilà, c'est pas lui qui allait manipuler les cartes et les plans de route, etc. Mais les décisions importantes, c'est Thomas qui les prenait parce qu'il était tellement fin stratège, il était tellement juste. Déjà à l'époque, ouais. Oh, il était hyper. Thomas, c'est voilà, on voit, il a été depuis qu'il est sélectionneur national, il a un titre de champion d'Europe et 2 titres de champion du monde. C'est pas que les coureurs, hein. Il y est pour quelque chose. Donc il me dit vas-y, et là dans ma tête je me dis ok, je l'abandonne. Je vais suivre les meilleurs, je vais leur casser les pieds, ça va les énerver que je collabore pas, que je sois là. Et puis également, si je suis là, si je suis pas avec lui, c'est pour gagner quoi. C'est pas pour faire 2, pour faire 3, pour faire top 10 de l'étape. C'est pour gagner. Donc j'étais en mission quoi. J'étais en mission de me dire ok, ça fait 10 jours que j'ai compris que je pouvais gagner une étape de montagne. Là aujourd'hui, il me dit vas-y. C'est maintenant ou jamais parce que demain c'est contre la montre et après c'est Paris quoi. Donc c'était la 19e étape, il n'y avait plus de section de rattrapage. Donc voilà, j'y suis allé et puis après le scénario on le connaît quoi. Je me fais amener pendant toute la descente du Galibier dans la vallée d'Oisans et puis à un moment j'ai une opportunité d'attaquer dans la vallée d'Oisans dans une petite montée et je prends 30 secondes d'avance au pied de l'Alpe d'Huez, ce qui me permet de tamponner le pied qui est vraiment très difficile. Que tu connais par cœur du coup. Que je connais par cœur parce qu'en 2010 je l'ai monté 20 fois en 10 jours et voilà après le scénario on le connaît, Sanchez, Contador et puis cette attaque au virage numéro 1 cette dernière rampe où je mets tout, où je pédale avec mes tripes, avec ma tête, surtout avec mon ventre. Ce jour-là, j'ai vraiment... c'était plus les jambes, quoi. Dans les jambes, j'avais plus rien, mais c'était mon ventre, mes tripes qui m'ont guidé. J'avais cette boule en moi. Et voilà, enfin. Le succès tant attendu que j'attendais depuis longtemps, cette belle victoire sur une grande course. Et là, c'était pour moi, et puis c'était l'Alpe d'Huez, quoi. Donc c'était monstrueux, quoi. Très honnêtement, j'ai eu du mal à réaliser pendant un bon moment. Déjà dans le dernier kilomètre, quand je comprends que j'ai gagné, j'ai du mal à me dire que c'est moi qui ouvre la route du Tour tout seul sur l'Alpe d'Huez, qu'il n'y a personne devant moi,
que la voiture rouge devant, elle est pour moi, la voiture rouge derrière, elle est pour moi, que le public, ils attendent ça depuis 2 jours, hein, et c'est moi qui vais délivrer la foule, parce que c'est quelque chose à l'Alpe d'Huez. Hein. L'Alpe d'Huez, le public, c'était hyper particulier. Ouais. Ouais, c'était en termes de sensations, de tout ce qui se passe en si peu de temps. Il n'y a que le sport qui peut offrir ça. Ouais, je crois, ouais. Tu pleures à l'arrivée ? Même pas. Non. Non. Non, même pas. Alors, je suis... ouais, c'est peut-être... c'est entre la joie, la satisfaction, le fait d'être... de pas y croire aussi. C'est en fait quand on... je pense qu'on pleure quand on réalise, mais quand on réalise pas ce qu'on vient de faire, je pense que l'émotion, elle est là, mais elle est pas... C'était particulier, ouais. Ouais, c'était particulier. Ouais. Non, mais j'imagine, tu vois, qu'il y a tellement de choses un peu qui se bousculent. Et ouais. le truc, et je m'étais blindé aussi de mon expérience 2 ans auparavant. Avec, je prenais un petit peu plus de recul sur ça, donc... ça a peut-être été aussi un frein au fait que j'apprécie à 100%. Si je gagne l'Alpe d'Huez en fin de carrière, ça aurait été complètement différent. Okay. Mais là, je m'étais mis des freins dans ma joie et dans mon enthousiasme. Ouais. Ok. Pour te protéger, c'est pourquoi ? Oui, pour me protéger, parce que je savais que ça allait me tomber dessus, que le dernier Français à gagner l'Alpe d'Huez, c'était Bernard Hinault, plus de 20 ans en 86, 25 ans auparavant. Donc voilà, il a gagné l'Alpe d'Huez quand j'étais pas né. Et forcément, je savais que ça allait me tomber dessus, qu'on allait dire voilà, ça y est, l'élu est de retour. Et j'avais pas envie de ça, donc je me suis blindé. Je me suis juste dit voilà, quand on me posait des questions, je dis moi, je veux donner le maximum et on verra où ça me mène. Et je n'ai pas promis des podiums, j'ai pas promis des tops quelque chose, des choses comme ça. Je dis moi, voilà, la seule chose que je peux vous promettre désormais, c'est que je vais donner mon maximum, que je vais m'entraîner à dur, et que tout simplement, moi personnellement, je veux pas avoir de regrets de me dire ah mince, si je me serais entraîné un petit peu plus, j'aurais pu faire un petit peu mieux ou ceci, cela. Voilà, c'était la seule chose que je peux vous promettre, et je peux vous garantir que je le tiendrai, mes promesses. Ça change la vie, une course comme ça, avec le recul? Alors, avec le recul, oui. Sur le moment, non, parce que... faut repartir dès le lendemain, quoi. Le lendemain, il faut repartir, il faut faire un contre-la-montre à fond, il faut défendre le maillot blanc que je venais de remporter. Parce que d'un seul coup, la stratégie de l'équipe, elle change. Parce que là, Thomas, il est sur cette course, il termine complètement carbonisé. Très concrètement, le tour était fini. Ouais. Stratégiquement, le tour était fini parce que le lendemain, il y avait un long contre-la-montre autour de Grenoble. Donc là, tu es tout seul sur ton vélo. Et puis après, le lendemain, c'est les Champs-Élysées, donc c'est le défilé. Ah, c'était aussi rapide que ça? Oui, c'était le défilé, et puis un sprint sur les Champs-Élysées. Donc il faut toujours être prudent sur les Champs-Élysées parce que ça reste une vraie course où les temps sont pas gelés. Il y a vraiment des cassures ou des choses comme ça. Donc il faut faire attention à tout ça. Mais voilà, le tour est fini. Le tour est fini, très clairement, le soir de l'Alpe d'Huez. Il y a un contre-la-montre. Encore une fois, tu es tout seul sur ton vélo. Et puis après, Paris, c'est voilà, le classement est figé. Tu fais quoi les quelques jours après le tour? Et ça part en vacances, tu savoures, c'est quoi? Du coup, déjà, moi, j'ai porté le maillot blanc que 2 jours. Donc, ce que je fais, c'est que j'appelle les organisateurs de Critérium en disant c'est pas grave, vous n'avez pas de budget, mais je viens quand même. on verra l'année prochaine, je voulais porter mon maillot blanc. Sur les Critériums d'après-tour, on peut porter nos maillots distinctifs. Donc j'ai dû faire une dizaine de Critériums. Payer 3 fois moins cher que ce que j'aurais dû avoir, mais c'est pas grave, c'était pas l'intérêt. Parce que dans le vélo, sur les critériums, pour les auditeurs qui connaissent pas bien. Alors les critériums, c'est les courses françaises. Non, les critériums, c'est des
des courses en circuit, en ville. Les plus connues en France, ça va être Lisieux, Dijon, Camors, il y a Critérium de Dole. Voilà, il y a... il y avait à l'époque, il y avait Bordeaux, il y a quelques grandes villes en France qui organisent des critériums, mais aussi dans le nord de la France. Donc voilà, ils nous invitent à participer. C'est un show, c'est un spectacle où en règle générale, ils essayent de faire leur plateau selon les budgets, d'avoir les 5, 6, 10 meilleurs coureurs français ou étrangers du Tour de France, et ils font un beau spectacle. Voilà, on fait une course. Alors, ça reste une vraie course de vélo, et on peut porter nos maillots distinctifs. Voilà. Donc, si on a été maillot blanc ou maillot à poids du Tour, on peut le porter pendant toutes les courses. Donc, il y a pas mal de jeunes aussi, non, sur les critériums en plus? Oui, il y a des jeunes. Voilà, on essaye de faire un peloton d'une 30aine de personnes, de coureurs. Donc voilà, c'est un mix entre les participants du Tour et puis après des coureurs qui n'ont pas couru au mois de juillet aussi, c'est un petit peu mix. Et puis selon les villes, on va privilégier les coureurs régionaux aussi. Donc, voilà. Mais c'est un spectacle, c'est un show, c'est en nocturne, c'est sympa, c'est festif. Donc voilà, je fais une dizaine de critériums. T'avais besoin de sortir mais j'avais besoin de le mettre, mon maillot. j'allais plus le porter sinon. Donc voilà, j'ai fait ça, ça m'a fait plaisir. Ça a été aussi la rencontre du public, parce que les critériums, c'est ça en fait, c'est aussi des épreuves où il n'y a pas de pression. Il n'y a pas nos bus, on est en famille, on est tranquille, on voyage en voiture. Tu viens tout seul sans ton équipe. Tout seul. Là, quand même, l'équipe Europcar était très présente, vu le tour qu'on avait fait. Mais voilà, c'est aussi un moment de partage qui fait partie de notre culture du cyclisme, qui est un sport de proximité. Et il faut que ça perdure quand même. Il faut que ça perdure, même si désormais les programmes de course sont très chargés, très remplis. Voilà, il faut maintenir ces épreuves pour moi qui sont importantes et qui font partie de l'histoire et de l'ADN de notre sport. Ouais, puis ça permet de, comme tu le dis, d'aller dans les villes, tu vois. Tu vas chez les gens. Les petits jeunes, ils voient les stars. Vous êtes beaucoup plus accessible que le jour du Tour. On est là pour ça. Très honnêtement, il y a un pacte non signé entre les organisateurs et les athlètes de dire il faut être disponible. Il faut être disponible et être patient, de signer 500 cartes, 500 dédicaces, faire 300 selfies. Voilà, ça fait partie du jeu. Sinon, on n'y va pas. Et voilà, moi, ça m'a plu énormément. J'en ai fait d'autres après les années suivantes. Mais j'aime bien ça parce que c'est le vrai vélo. C'est le vélo, voilà, on change au cul de la voiture. Il y a les gens, ils sont là. Et, vous pouvez me laisser 2 minutes à me changer? Non, les gens, ils sont là, quoi. Et c'est marrant. Ça fait partie de notre histoire. Ouais. Il est exigeant, le public français? Non. C'est après, voilà, il y a le public du Tour de France qui est un public du Tour de France, donc pas forcément initié. Puis après, il y a le public plus initié qui sont sur d'autres épreuves moins connues, qui sont également sur, par exemple, le Tour d'Italie, des tifodi, là, les vrais supporters. Mais non, le public français, il est agréable, il est chaleureux, il est chauvin, comme on aime. Ok. Du coup, tu fais tes petits critériums. Est-ce que tu... Je sais pas, il y a une visite à l'Elysée aussi, non? Il me semble. Oui, il y a une visite à l'Elysée le dimanche. Ouais. Quand même, ça c'est un truc. Ouais, c'était quelque chose. T'as une médaille du coup? Non, parce que voilà, le Tour de France en 2011 avait été vraiment très bon pour tous les Français, avait vraiment marché. Donc on avait été tous les Français invités à l'Elysée avec nos compagnes et également les directeurs sportifs, les managers d'équipe française. Voilà, c'était vraiment sympa d'échanger avec Monsieur le Président à l'époque, Nicolas Sarkozy, qui est un grand passionné de cyclisme et de sport en général. Voilà, c'était sympa. C'était vraiment très sympa. Ok. Il y a un prize money
pour une course comme l'Alpe d'Huez? Alors, il y a un prize money par les organisateurs. Honnêtement, j'ai pas le chiffre, mais ça nous change pas notre vie. Très honnêtement, ça change pas notre vie. J'ai pas le chiffre exact, mais je crois que c'est autour des 15 000 euros. Et encore, je suis même pas sûr, sachant que les primes sont divisées par tous les coureurs de l'équipe et sont également sujettiés à l'URSSAF, à l'impôt. Donc voilà, c'est pas la prime qui va changer la vie. Ça fait plaisir. Après, il y a les critériums où on prend aussi un petit peu des contrats. Et puis après, c'est la revalorisation du contrat annuel avec les partenaires et avec la structure. Donc, bon, moi, j'ai pas eu de chance quand j'ai gagné l'Alpe d'Huez. J'avais un contrat de 3 ans qui durait devant moi. Donc, j'ai pas eu une réévaluation de salaire immédiate, mais je l'ai eu plus tard. Mais je me plains pas. J'étais déjà très bien considéré. Est-ce que... moi, je me suis toujours demandé dans le vélo pourquoi il n'y avait pas de mercato un peu comme au foot, tu vois, de pouvoir acquérir des talents. Tu penses que ça va venir ? Ouais, ça va venir. Ça va venir parce que il y a des structures qui arrivent, des États comme UAE, Bahreïn, qui ont des budgets un petit peu nos limites, et quand ils veulent un coureur, ils sont prêts à vraiment casser la tirelire. Voilà, c'est un peu... Alors c'est bien, mais c'est pas bien parce que c'est un peu, y a un peu d'inégalité avec nos structures françaises où on n'a pas les mêmes charges, on n'a pas les mêmes contraintes, on n'a pas les mêmes droits du travail que en UAE, qu'à Bahreïn, que dans d'autres pays. Donc c'est un peu inégal les transferts. On va y venir, mais je pense qu'il y aura un budget cap qui va être instauré. Alors je sais pas quand, je sais pas combien, mais je pense que ce serait intéressant d'instaurer un budget cap dans les équipes pour que il n'y ait pas tous les meilleurs coureurs dans les mêmes structures et qu'on se retrouve avec 3 équipes qui font la course entre eux et le reste qui suit parce que tout simplement ils n'ont pas le budget bon, on va parler crûment, mais de s'acheter les bons coureurs. Voilà. Ok, mais ça va arriver du coup. Je pense que je l'espère parce que là, quand on voit une équipe Groupama FDJ qui se fait tout simplement dépouiller ses coureurs, il n'y a pas d'autre mot. Des coureurs qu'ils ont formés avec leurs réserves, avec leur fondation aussi, parce qu'ils ont une fondation pour les juniors, après la réserve pour à partir de 19 ans. Ils forment et puis après ils se font piquer les coureurs par Bahreïn, par Trek, par Visma, par etc. Donc c'est pas cool. Donc je pense qu'il faudrait essayer de régulariser tout ça. Ouais, ok, d'accord. Merci pour ces petits éclaircissements. Qu'est-ce qui fait qu'un jour on se dit qu'on raccroche le vélo, ça a l'air tellement intense, c'est un monde tellement prenant, toi t'en parles, t'as encore les étoiles dans les yeux, l'envie presque d'y être. C'est quoi l'info qui fait se dire bon là c'est la fin? Moi il y avait plusieurs raisons. L'hiver c'était de plus en plus compliqué après l'hiver de repartir dans des déplacements. Donc en fait il y avait l'intersaison qui était compliqué à gérer, octobre. Voilà, en fait, quand ça s'arrêtait la saison, j'étais un peu triste parce que ça s'arrêtait. Parce que, en principe, j'étais en bonne forme. Ça s'arrêtait. Et puis après, il y avait les premiers départs en stage en novembre où il y avait un stage administratif, cohésion. Il fallait refaire la valise, repartir 3-4 jours. Déjà, là, ça me pesait un petit peu. Puis après, le stage de décembre aussi, il fallait se relancer. Ça allait parce que derrière il y avait les fêtes, il y avait Noël, Nouvel An, donc je repassais du temps en famille. Et après en janvier ça repartait vraiment, donc là c'était dur parce qu'on n'est pas chez soi, on revient, c'est les fêtes, donc là il y a tout le monde. Et puis après faut repartir. Ça c'était un peu dur. Après une fois que la saison était partie, voilà, je reprenais mon rythme, je reprenais mes habitudes. Il y avait cette période-là qui était tous les ans un petit peu plus difficile. Aussi avec des enfants en bas âge qui me faisaient ressentir ma non-présence, qui était voilà ma grande, elle a 9 ans, elle a toujours accepté, elle a toujours bien vécu, mais la petite qui a 6 ans,
elle me le faisait savoir et c'était vraiment pas quelque chose d'agréable, le fait que je lui manque, etc. Donc voilà, il y avait cette raison-là. Et puis il y avait également la peur des chutes, quoi. La peur des chutes, je commençais à vraiment avoir peur. Ah ouais. Je voulais en parler avec toi. Ouais, j'avais peur du peloton. J'ai eu quand même quelques belles chutes. Je me suis cassé 2 poignets. Je suis tombé une fois sur le visage, les dents, le visage. Il a fallu m'opérer. Ça, c'était de se dire t'as fait 16 ans pro, t'as fait 13 Tours de France. Qu'est-ce que ça va t'apporter d'en faire un de plus, de faire une année de plus ou 2 de plus? Est-ce que tu vas être plus heureux? Est-ce que tu vas être plus épanoui? Est-ce que ceci? Ou est-ce que au final, c'est peut-être le moment d'arrêter avant de se faire mal? On voit les chutes dans les pelotons qui sont de plus en plus fréquentes, de plus en plus graves. Et j'avais pas envie de faire la chute de trop au final. Il y a l'année de trop et il y a la chute de trop. Et voilà, j'avais pas envie de me casser. Je me sentais en bonne forme. J'ai terminé ma dernière année de carrière en étant le coureur du peloton dans le monde entier ayant le plus de kilomètres d'échappée. Là, j'ai passé ma dernière année de carrière avec 2600 et quelques kilomètres d'échappée. Donc j'étais à l'avant, j'étais offensif, je me sentais bien, voilà. Et j'ai fini comme j'ai commencé quand j'étais jeune. Et pour moi, ça m'allait. Ça m'allait. J'avais vraiment peur de me faire vraiment du mal. T'as des copains qui se sont fait mal? Ouais, il y a des exemples. Hein. Froome, Bernal, ils sont cassés. Hein. Bernal, là, il revient, mais il a eu la même chute que Froome, mais plus jeune. Donc là, voilà, il retrouve son niveau presque. Pas tout à fait. Froome, il est cassé. Hein. Il est en miettes. Hein. Et il y en a d'autres qui sont. Enfin, voilà. Ça joue dans la tête. Oui. Quand on voit Philippe Gilbert passer par-dessus le parapet, remonter, le genou explosé, des choses comme ça. Enfin, Philippe Gilbert, il s'en sort bien d'avoir juste eu une fracture de la rotule. Hein. Je pense qu'il en est conscient. Voilà, je me suis dit c'est bon. J'étais moins en paix avec moi-même là-dessus. J'aurais pu faire une année ou 2 de plus. Voilà, ça aurait pu se faire largement, mais j'avais pas envie. Le paradoxe, c'est que mon entourage, eux, n'était pas prêt. Ma femme me dit peut-être refais une année, peut-être refais une année où tu te dis que c'est la dernière. Ma famille, ma mère, mes sœurs, etc. Refais une année, tu vas regretter. Et moi, j'étais clair et net, j'ai dit non, c'est bon, stop. J'arrête là. Je me sens bien comme ça et je sais que je vais bien le vivre. Et très honnêtement, il y a la fameuse petite mort qu'on parle beaucoup dans le sport en général, mais dans le cyclisme surtout. On en parle beaucoup. Pourquoi dans le cyclisme plus que dans d'autres sports? Peut-être parce que le cyclisme, on vit en meute. Hein. On vit en communauté. On est toujours avec du monde. On est toujours en déplacement. On navigue de course en course, d'objectif en objectif. On a des vies qui sont très très rythmées. Et que, tu fais des énormes volumes, d'entraînement. Ça passe vite, les années elles passent vite. Une fois que c'est parti, c'est le début de saison, c'est Paris-Nice, c'est les classiques. Après les classiques, soit on part sur les courses à étapes, Romandie, Tour de Suisse, ou les stages, etc. Dauphiné, Tour, bim, bim, Vuelta, hop, Lombardie, fin de saison. Non mais ça va, franchement c'est hyper rythmé. Fin de saison, on part en vacances quelques semaines, stage de cohésion, stage administratif, et puis après en décembre ça repart les stages. Et en fait ça va super vite. Franchement moi j'ai fait 15 ans de carrière, j'ai rien vu passer. Et ouais, il y a cette petite mort parce qu'on vit en meute, on est ensemble, et puis d'un coup on se retrouve chez soi un peu seul. Le téléphone il sonne moins, les activations sonnent moins. Il y a tout ça à gérer. Ça manque pas du coup? Moi, la compète me manque pas. La compète, on va dire, comme je l'ai fait pendant 20 ans, ça me manque pas. Après,
j'ai toujours soif de défis. C'est pour ça que je me suis lancé un petit peu dans quelques ultra-distances. L'année dernière, j'ai fait Lyon-Genève, que je vais refaire cette année. Là, je vais partir au mois de mai. Je vais faire la Corsica GT20, donc le Tour de Corse à vélo. Voilà, je vais faire le Tour-Léon. Je vais faire. Normalement, j'aurais dû faire Bordeaux-Paris aussi, qui est annulé parce que pour des raisons administratives, c'est un peu compliqué avec la flamme olympique, les Jeux olympiques, etc. Les préfectures, elles sont un petit peu saturées. Donc voilà, c'est annulé, mais c'est reporté. Donc tout ça, c'est des défis que j'aime bien. Pourquoi l'ultra d'ailleurs? Pourquoi tu as envie de... Parce que ça reste une... en fait, je pense que c'est la zone où je me sens le plus à l'aise, c'est-à-dire de partir longtemps à l'aventure. C'est la zone qui demande le moins de travail, je pense, spécifique. Et en fait, ça me permet de rester dans cette zone où c'est pas trop... j'ai plus envie d'aller faire des efforts max. J'ai plus envie d'avoir le goût de sang dans la bouche, d'avoir de l'acide lactique partout. Mais par contre, rouler en endurance, en résistance, ça me plaît bien. Et puis, ça reste quand même l'une de mes qualités premières. Et puis, ça se perd pas si facilement que ça. Donc, ça va, j'arrive à m'en sortir, même en ayant peu de temps pour s'entraîner. Peut-être toujours un carnet d'entraînement, non. tout ça, non? Non, j'utilise Strava. Ça suffit. Je mets sur Strava et non, pas de carnet d'entraînement, loisir, plaisir et pas de contraintes. Voilà. C'est la règle désormais. Il fait beau, j'ai envie, j'y vais. Je peux très bien rouler 6 jours sur 7, comme je peux très bien rouler une fois en 15 jours. Ou faire du sport en règle générale. Ça va vraiment être en rapport avec mon planning, mes activités que j'ai en ce moment, enfin désormais. Et puis aussi la météo, tout simplement. Cet hiver, je ne suis pas beaucoup allé, très honnêtement. Ouais, j'imagine que si tu n'es plus obligé d'y aller en plein hiver quand il pleut. Le froid, la pluie, c'est bon, j'ai donné. J'ai donné. On te traite pas de faible si t'es sur le home trainer tranquille sur Zwift. Non, c'est très bien Zwift, c'est une très belle plateforme. on aime tous, hein. Ouais. On est tous très contents. Il y a moins de copains après, une fois que ça s'arrête et tout, ou ça continue quand même. Tu dis que le téléphone sonne un peu moins, que les soucis. Alors, pour moi, ça a été différent. Je parle en général, la fameuse petite mort. Moi, je l'ai vraiment bien vécu. Très honnêtement, je l'ai bien vécu. La première des raisons, c'est la chaîne L'Équipe, FX Bunel, qui gère les programmes vélo de la chaîne L'Équipe, qui m'a appelé 2 heures après l'annonce de mon arrêt de carrière, en me disant écoutez, j'ai hésité à t'appeler, mais bon, peut-être que ça t'intéresserait de venir commenter, etc. Je dis écoute, c'est bien que tu m'appelles parce que j'allais t'appeler. Donc c'est très bien. C'est ce que tu voulais faire? Je voulais faire ça, ouais. Je voulais commenter des courses parce que j'avais déjà fait quelques expériences en tant qu'invité, c'est-à-dire je suis venu commenter une étape du Giro sur Eurosport, je suis venu commenter une étape de Paris-Nice parce que c'était dans ma région avec France Télé. J'ai adoré ça. Je me sens à l'aise derrière un micro, je me sens à l'aise pour donner mon opinion aussi, ce qui n'est pas le cas de tous les anciens sportifs. J'ai mon avis et voilà, comme dirait Cyril Guimard, je fais tomber le cuissard. Je ne suis plus coureur cycliste, maintenant je suis consultant, je donne mon avis, ça plaît pas, mais en tout cas j'ai mon opinion et c'est important de l'avoir. Être neutre, c'est bien, mais à un moment donné, il faut aussi dire ce qu'on pense concrètement. Je pense que quand tu es coureur, tu es assez neutre parce que tu es bloqué avec des partenaires, des choses comme ça. Donc voilà, désormais, je suis libre de mes pensées et j'adore ça. Et donc, du coup, ça m'a permis d'avoir une transition immédiate. Il m'a dit voilà, première course c'est Bessèges, tu viens à Bessèges, après tu iras faire les boucles de Mardèche, tu iras faire le région Pays de la Loire Tour, tu vas faire tout le programme. L'essai il a été transformé, j'avais signé un contrat de 20 prestations, j'en ai fait 90, donc j'ai fait tout le programme. Ça a été cool parce que ça m'a permis avec la chaîne L'Équipe de revivre ce que je vivais dans mon équipe, c'est-à-dire que on était ensemble, on était une équipe, on est une équipe. Toujours les mêmes personnes, on travaille ensemble, on apprend à se connaître, on se déplace sur les courses, on navigue d'étape en étape sur les courses à étapes. Enfin, du coup, la transition avec eux, ça a été super simple parce que j'ai retrouvé le même rythme, le même esprit d'équipe. Je me suis avéré être un élément qui fédère et qui booste aussi le groupe. Donc voilà, on me l'a dit, on me l'a fait ressentir que voilà, fallait que je continue dans cette démarche. Donc ça m'a énormément plu.
À côté de ça, j'ai gardé des liens forts avec le cyclisme de par mes rôles d'ambassadeur. Je suis devenu ambassadeur pour Giant, Noré, Bollé, Zefal, Sport & Connect, etc. Meltonic désormais. Et du coup, de par mes rôles d'ambassadeur, il a fallu que je reste actif sur mon vélo. Donc, je suis parti faire la Corsica GT20, je suis parti faire plein d'événements. Du coup, j'ai encore une fois gardé le pied à l'étrier. Alors, sur un format cyclosportif, cyclotourisme, découverte, aventure. Voilà, je suis rentré là-dedans. Et puis après, d'autres projets qui m'animent aussi, qui sont un petit peu plus à long terme. Voilà. Et là, depuis le début d'année, je suis devenu aussi ambassadeur de la métropole orléanaise parce que Orléans va accueillir le Tour pendant 2 jours. Donc, consultant ambassadeur pour l'organisation. Avec mon expérience de maîtresse Tour de France, je leur apporte des conseils. Et ambassadeur du Tour de France, donc avec ASO, et sur le Paris-Nice, le Paris-Roubaix et le Tour de France. Et là, très concrètement, je retrouve les 3/4 de mes anciens camarades qui, eux, font pilote, font relations avec les partenaires, etc., etc. Et donc, du coup, je suis toujours dans ce même format de vie, d'être sur les courses de vélo, d'être avec mes copains, mes camarades, en déplacement, sans la contrainte du résultat sportif. Sans la contrainte du résultat sportif. Donc, très honnêtement, j'apprécie bien ma vie aujourd'hui, même si, encore une fois, j'ai d'autres projets qui m'animent. Je peux pas en parler aujourd'hui, mais j'ai des projets qui m'animent sur du long terme aussi également. Ok. Les 3 dernières questions, c'est des questions très rapides. La première, c'est de savoir quelle est la phrase que tu te répètes le plus souvent. Ça peut être une phrase inspirante, ça peut être un truc que tu essayes. Ah oui, non, mais une phrase inspirante que j'avais au-dessus de mon lit, que j'avais gravé aussi dans une veste de costume, c'était If you can dream it, you can do it. Tout simplement. Si tu peux le rêver, tu peux le faire. Voilà, ça c'était une phrase, c'est une phrase qui m'a accompagné. C'est pas mal. Tu sais pas de qui elle est ? Je ne sais pas de qui elle est. Non. On va la retrouver. Allez, moi. Est-ce que toi, il y a eu des films, des livres ou des ressources, toi, qui t'ont marqué en tant qu'athlète ou qui t'ont fait des déclics ? Oui. J'ai lu L'homme qui voulait être heureux. Ok. Voilà, tout simplement. Donc, j'ai lu ce livre-là que j'ai apprécié parce que, en gros, la morale, c'est si toi tu crois pas en toi, il y a personne qui va le faire à ta place et qu'il y a que toi qui peut t'amener sur le chemin que tu veux emprunter. Voilà. Ok. Mais écoute, je sais plus qui me l'a recommandé là récemment aussi, mais ça fait plusieurs fois qu'on en parle. Donc il faut que je c'est le un lise. livre qui peut te changer ton état d'esprit, ouais. Et là, on m'a donné Kilomètre Zéro. Ouais. Voilà, on m'a conseillé de le lire. Je l'ai en petit format, je l'ai en grand format. Il faut juste que je m'y mette. Ok. La toute dernière question, c'est quel est le prochain invité que tu me recommandes d'aller interviewer pour parler perf, pour raconter son parcours, d'aller creuser un peu de peut-être ce qu'on n'a pas toujours entendu sur les médias et de prendre un peu le temps. Un cycliste. Avec plaisir. Un cycliste que je pourrais te conseiller. Très bien, Anthony Pérez. Ah, ok. Ouais, okay. Là, ça va c'est vrai que je le connais assez peu. Mais il va te surprendre. Qu'est-ce qu'il faut que je lui demande ? Faut juste le lancer un peu, puis après il va partir tout seul. Non, il faut. C'est un personnage atypique et je pense que c'est intéressant d'avoir des personnages atypiques dans le sport. Ouais, mais je sais qu'il a pas la langue dans sa poche. Ouais, okay. Exactement. Eh ben, écoute, merci pour cette reco, merci infiniment pour ce moment, merci pour cette heure et demie passée ensemble. Et puis, comme on dit par chez moi, à bientôt, parce qu'il n'y a que les montagnes qui se recroisent pas. À bientôt, merci. Ciao.